C'est un truc de fou ce qui se passe là. 100e épisode de 5 théories. Le 100e. Depuis décembre 2014, j'essaye de m'aventurer dans les mystères les plus fous de notre univers. Et on en a vu des choses ensemble. De Coca-Cola sataniste à la philosophie de l'âme immortelle, en passant par la fausse mort de Michael Jackson, le retour des mammouths, les énigmes de la Joconde, les mystères de la zone 51, les secrets des trous noirs, on a vu passer des théories plus folles les unes que les autres. Stonehenge, le triangle des Bermudes, le Yéti, le Sphinx de Gizeh, jusqu'à explorer des sujets fascinants comme l'Atlantide, les abysses ou bien l'Antarctique. On a parcouru le monde ensemble, et bien que cette aventure soit folle, nous ne nous sommes jamais penchés sur notre bon vieux pays, la France. Si vous êtes de Belgique, de Suisse, du Québec ou peu importe dans le monde, j'espère que cet épisode vous plaira quand même. La France est l'un des pays qui abrite le plus de mystères sur lesquels les historiens se cassent la tête depuis des siècles. Et vous savez quoi, je suis prêt à parier qu'un lieu étrange se trouve à peine quelques kilomètres de chez vous tellement le pays en est plein. Sur ma chaîne, vous avez l'habitude de me voir toujours entouré de décors incroyables. Et c'est car j'aime me balader, explorer, escalader, pour découvrir des lieux étonnants. Et afin de fêter ce 100e épisode comme il se doit, j'aimerais vous présenter un projet sur lequel je bosse depuis des mois. Un projet qui mélange ma passion des légendes de France et ma passion de l'exploration de lieux insolites. Et ce projet, c'est celui d'une application qui s'appelle Legendex. Legendex est une application disponible sur Android dont l'objectif est de découvrir les légendes de France. Véritable encyclopédie que vous pouvez parcourir pour en savoir plus sur les lieux étranges du pays, l'utilité principale de l'application réside dans sa fonction radar, qui analyse votre position pour vous indiquer les lieux légendaires à proximité. Rapide, clair et simple à utiliser, en aventure solitaire comme en balade en famille, il vous suffit de cliquer sur un lieu pour que sa légende vous apparaisse ainsi que le trajet pour y accéder. Une petite catégorie lieux de 5 théories a même été ajoutée si vous voulez vous rendre au décor des différents épisodes de l'émission. Legendex, c'est actuellement plus de 1000 lieux enregistrés sur 60 départements et 1000 autres sont à prévoir avec les prochaines mises à jour. Partez en exploration à la découverte des endroits mystérieux de votre département. Forêts enchantées, châteaux hantés, grottes féeriques, ruines effrayantes, fontaines maudites, menhirs diaboliques et reliques sacrées vous attendent. Mais attention à ne pas réveiller les esprits qui les surveillent ou les âmes qui y sommeillent. Une vidéo sort normalement en même temps que ce 5 théories pour vous en dire un peu plus. Mais justement, revenons-en à ce 100e épisode de 5 théories. Merci à tous. Il existe une bonne dizaine de pyramides en France. Que ce soit celle de Boulogne-sur-Mer, celle à Maupertuis, celle du Parc Monceau, de Chambourcy, d'Autun, de Tourves ou encore celle de Nîmes. Pour la plupart d'entre elles, il n'y a aucun mystère quant à leur origine, et le mec qui voudrait faire passer la pyramide du Louvre pour une structure extraterrestre passerait rapidement pour un con. Enfin, comme les pyramides de Gizeh en fait. Mais il existe une pyramide en France dont l'origine demeure incertaine. C'est la pyramide de Falicon. Une pyramide sous laquelle se trouve un gouffre qui amène dans de vastes réseaux souterrains. Nous sommes dans les Alpes-Maritimes, à un peu plus de 7 km de Nice. Si aujourd'hui le monument est en partie en ruine, il ne fait aucun doute qu'il s'agissait autrefois d'une structure pyramidale d'une dizaine de mètres de hauteur. Mais que fait une pyramide ici ? Quasiment au milieu de nulle part, dans les hauteurs, sur la commune de Falicon. Eh bien, encore aujourd'hui, nous n'en savons rien. En vérité, on en sait plus sur les pyramides de Gizeh que sur celle-ci. La pyramide de Falicon a été mentionnée pour la première fois par le poète et avocat Domenico Rossetti, qui passait dans la région en 1803. Arrivé sur les lieux, un rayon de soleil lui révèle les profondeurs du gouffre. Rossetti, transporté par cette vision, est frappé d'une stupeur inexprimable et décide aussitôt de descendre, et c'est ainsi qu'il découvre la fameuse grotte.
Le poète tombe littéralement amoureux de ce monde souterrain. Il va lui consacrer des poèmes immenses et durant des décennies, grâce à lui, le gouffre va être un endroit très prisé des touristes, mais aussi des historiens et chercheurs. Pendant un siècle, les ouvrages et les guides de voyage vont décrire tous les coins et recoins de la salle principale de la grotte, la plus visitée, mais rien sur la pyramide, ou bien sur son origine. D'ailleurs, on ne trouve aucune mention du monument avant 1803. Aucune. Ouais, c'est bizarre. L'hypothèse la plus populaire à l'époque est qu'il s'agit d'un lieu de culte du dieu Mitra, dieu important dans la Rome antique au IIe et IIIe siècle. Mais après la Seconde Guerre mondiale, une abondante littérature ésotérique fait son apparition. C'est à cette période qu'on se met à beaucoup reparler de l'Atlantide, du spiritisme, des théories des anciens astronautes. Et tout ça remet progressivement en lumière le site de Falicon un peu oublié. Sauf qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus la grotte qui émerveille les gens, non, c'est bien la pyramide. Diverses théories naissent à ce moment-là. Elle aurait été construite sur un lieu énergétique par les Celtes, ou par un soldat romain qui voulait faire revivre les dieux égyptiens en France, par des extraterrestres bien sûr, ou, et cette théorie beaucoup continuent encore aujourd'hui d'y croire, qu'il s'agit d'une construction des Templiers, qui ont caché des trésors inestimables, si ce n'est le Graal lui-même. Ouais, j'aurais carrément pu lui consacrer un épisode en fait à cette pyramide. Mais concentrons-nous sur une théorie très intéressante, développée par l'Institut de préhistoire et d'archéologie Alpes-Méditerranée, qui a su mettre en lumière les questions les plus importantes à propos de cet endroit mystérieux. Ce qu'il faut se demander, ce n'est pas vraiment que fait une pyramide ici, ou pour quel culte a-t-elle été construite, non. Demandez-vous plutôt, pourquoi personne n'en parle avant 1803 ? L'édifice est grand, on le voit de loin. Alors comment se fait-il que Rossetti soit le premier à avoir découvert la grotte ? Et si c'était en fait lui, depuis le début, qui l'avait construite ? Rossetti était amoureux de la grotte, il y a consacré des journées d'exploration, des poèmes, et dans son livre, il dit qu'il aimerait qu'elle soit connue de tous, et la compare même à la grotte d'Antiparos en Grèce. La théorie de l'Institut est que c'est lui, pour son amour de la grotte, qui aurait construit une pyramide pour créer un repère visuel afin que l'on puisse voir la grotte de loin. D'ailleurs, on peut voir un peu partout dans la région des murs créés plus ou moins de la même manière, et ces murs ne datent que du 19e siècle, pas avant. La campagne d'Égypte de Napoléon est encore dans tous les esprits à ce moment-là. Rossetti savait qu'une pyramide allait attirer beaucoup de personnes. L'explication du mystère de cette pyramide découverte par Rossetti serait qu'il ne l'a en fait pas du tout découverte. Il l'aurait créée. Désolé les Niçois, je sais que vous auriez adoré avoir le tombeau du Graal à proximité de chez vous, mais cette pyramide serait récente et construite par un amoureux du lieu. Cette fois-ci, partons en Meurthe-et-Moselle, à l'église de Puligny. Selon beaucoup d'habitants du village, l'édifice fut construit pour abriter le corps de Jeanne d'Arc, et des indices le prouvant sont dissimulés entre ses murs. L'héroïne aurait vécu de longues années dans le village, puis y aurait été enterrée. Bon, vous avez probablement envie de me dire que Jeanne d'Arc a été condamnée au bûcher en 1431 à Rouen. Et vous n'auriez pas faux, on l'a même brûlé 3 fois, petite anecdote, pour être sûr qu'il ne reste rien de ses ossements et qu'il n'y ait aucun culte qui apparaisse après sa mort. Si l'église de Puligny a bien possédé le corps de celle qu'on appela la Pucelle, alors cela irait totalement en contradiction avec l'histoire avec un grand H. Car histoire, ça ne s'écrit pas avec un I. Mais alors, quels sont ces fameux indices cachés dans cette église ? Premièrement, une chapelle qui porte le nom de Jeanne des Armoises, dans laquelle on peut retrouver des croix de Malte gravées au sol. Deuxièmement, la marque d'un encadrement ancien disparu aujourd'hui. Selon certains habitants, il y était autrefois marqué « Ici repose la pucelle de France ». Troisièmement, l'abbé Pian, qui a officié comme curé dans cette église de 1883 à 1936. Il effectua des travaux dans l'église au début du XXe siècle, et selon les rumeurs, c'est lui qui aurait déplacé la dépouille dans un calvaire qu'il a construit avec la complicité du cardinal Tisserand.
Puisque le pape canonisa Jeanne d'Arc en 1920, beaucoup pensent que l'abbé Pillan l'a sortie de l'église pour enfin lui créer une sépulture digne de ce nom, ce qui expliquerait pourquoi la canonisation et les travaux de l'église se sont produits dans la même période. Mais attendez, cela veut-il dire que Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée ? Pour cela, il faut s'intéresser à la théorie de la survivance de Jeanne d'Arc. Certains pensent qu'elle a été remplacée par une sosie au dernier moment pour échapper au châtiment. D'autres qu'il ne s'agit que d'un vaste complot et qu'elle n'a jamais été condamnée du tout, voire encore qu'elle fut sauvée par Dieu lui-même. Ouais, c'est marrant, ceux qui pensent que les pyramides viennent des extraterrestres, on se fout de leur gueule sur Twitter, alors que ceux qui considèrent comme saints, patrons, héros ou prophètes, ceux qui disent entendre des voix, on leur dit rien. Dans tous les cas, 5 ans après la disparition de Jeanne d'Arc, une certaine Jeanne des Armoises fait son apparition à Puligny et prétend être la pucelle. En vérité, c'est pas un cas isolé, non, beaucoup de fake Jeanne d'Arc vont apparaître un peu partout en France. Mais celle-ci, Jeanne des Armoises, c'est un truc de fou. Les 2 frères de la pucelle vont reconnaître en elle leur sœur, et même la ville d'Orléans va certifier qu'elle est bien Jeanne d'Arc. Alors, soit Jeanne des Armoises est une incroyable sosie qui a réussi à duper tout le monde, soit tout le monde a trouvé un intérêt à la faire passer pour Jeanne d'Arc. Soit elle est vraiment Jeanne d'Arc. Si cette histoire se conclut cependant par la révélation qu'elle était une usurpatrice car elle n'a pas su dire au roi quels secrets ils partageaient ensemble, beaucoup de personnes vont tout de même continuer à penser qu'elle était bien la pucelle qui a survécu à son bûcher. Motivée par cette idée, ce serait donc Jeanne des Armoises qui fut enterrée pendant un temps dans l'église, et ceci expliquerait pourquoi une chapelle porte son nom. Mais pourquoi tant de gens ont-ils pensé qu'elle était Jeanne d'Arc ? Les 2 femmes se sont-elles d'ailleurs connues ? Pourquoi être apparues 5 ans après l'exécution ? Le mystère reste entier. Peut-être était-elle la réelle Jeanne d'Arc, sauvée par Dieu, et qu'on a essayé d'étouffer l'affaire. Ouais, je termine par une phrase un peu mystérieuse comme ça pour finir, parce que si je vous dis qu'il y avait vraiment très peu de chances pour que ce soit la véritable Jeanne d'Arc, vous n'avez pas votre quota de frissons. Et si vous n'avez pas votre quota de frissons, vous vous mettez à moins regarder les vidéos, peut-être même à vous désabonner. Du coup, je suis obligé de vendre ma collection de Lost pour survivre et je finis sous un pont. Non, je sais comment se termine cette histoire et c'est vraiment pas drôle pour moi, ok ? Mais promis, pour la prochaine théorie, vous n'aurez pas de dézoom, vous n'aurez pas de regard malicieux, ni même de musique étrange. Il n'y aura pas besoin de ça pour vous faire frissonner, promis. Prenons direction de la Lozère. En 1764, une jeune femme est attaquée par une bête à l'allure de loup, alors qu'elle gardait son troupeau. Elle sera la première victime de ce qu'on va appeler la bête du Gévaudan, une créature dont la nature fait encore débat aujourd'hui, qui aura tué au total plus de 100 personnes, en particulier des femmes et des enfants, sur une période de 3 ans dans tout le département. Un monstre terrifiant ravageant la contrée est un thème très répandu du folklore du pays. On retrouve des légendes comme la Grande Goule de Poitiers, la Tarasque de Tarascon, la Bête d'Euro à La Rochelle, des monstres qui auraient fait beaucoup de victimes dans leur région avant que quelqu'un réussisse à tuer la bête. Mais la bête du Gévaudan, ça n'a rien à voir avec une légende. On considère d'ailleurs les meurtres de cette créature comme l'un des premiers faits divers en France. À l'époque, l'événement fait de nombreux articles dans les gazettes et sa renommée dépasse les frontières du Royaume de France pour atteindre l'Angleterre et les États allemands. Le cas est documenté, très documenté, il ne fait aucun doute que tout ceci s'est réellement passé. Mais donc, c'est quoi cette bête ? Parmi les témoins des attaques ou les rares personnes ayant survécu, personne n'a reconnu dans cet animal un loup. Ils l'ont spontanément appelé la bête. Pourtant, ils étaient accoutumés à la présence de loups dans leur campagne. Autre fait étrange qui la sépare du loup, c'est que la bête a attaqué plusieurs fois en plein jour, en plein village. Et son acharnement ne semblait pas être dicté par la faim. On a retrouvé parfois des victimes déchiquetées sans qu'aucun morceau ne manque, et parfois même des victimes violées. Plusieurs battues ont été réalisées pour trouver la créature, et en 1967, Jean Chastel tue ce qu'on dit être un loup bizarre de très grande taille.
Puisqu'aucune attaque n'a été recensée après, beaucoup estiment que c'est cet immense animal tué par Jean Chastel qui était à l'origine des meurtres. D'après l'autopsie, il s'agissait bien d'un loup, mais extraordinaire et bien différent par sa figure et ses proportions des loups que l'on voit dans ce pays. Beaucoup de théories ont vu le jour à propos de cette histoire, vous vous en doutez. Vous en avez même déjà entendu, par exemple, certains pensent que l'animal était peut-être un hybride entre un loup et un chien, si ce n'est carrément une hyène échappée de la foire de Beaucaire. Certains vont même aller jusqu'à proposer qu'il s'agissait d'un Mesonychia, un ordre éteint de carnivores qui ont vécu il y a des milliers d'années. Et ouais, j'aurais carrément pu faire aussi tout un épisode sur ce sujet. Mais c'est que je suis en train de tâter là, si vraiment les mystères de France et les légendes comme ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Votre avis est très important pour moi, alors commentez. Voilà, donc en vrai, je m'en bats les couilles de vos avis. Je fais ça pour le référencement. Allez, commentez, ça me fait de la thune. Merde, ça tourne, putain. Tout ça, c'est sans parler des hypothèses comme quoi il s'agissait d'un loup-garou ou d'autres créatures surnaturelles en plus. Mais concentrons-nous sur une théorie que j'aime particulièrement. Et si je récapitule les faits troublants, vous pourriez peut-être deviner vous-même ce que pourrait être cette créature. La bête du Gévaudan pouvait tuer 2 jours, en plein village. S'en prenait davantage aux femmes et enfants, dont certains étaient retrouvés violés. Et personne n'a reconnu en elle un animal connu. Et si la bête du Gévaudan était... un taré déguisé en loup, tout simplement. Déguisé en animal, il s'en serait pris à des dizaines de personnes et jamais sa réelle identité n'aurait été inquiétée puisque tout le monde recherchait un animal dans les bois. Ce psychopathe aurait profité qu'un loup anormalement gros fût tué afin de stopper les attaques et laisser le monde loin de l'idée qu'il s'agissait d'un être humain derrière les massacres. En juillet 1777, 10 ans après l'affaire de la bête du Gévaudan, Marianne Thomas est d'ailleurs assassinée par un homme se faisant passer pour un animal. Était-ce d'ailleurs la même personne ? Alors que Jean Chastel fut accueilli en héros pour avoir tué la bête, certains suggèrent que ça aurait pu être lui, le criminel depuis le début. Le garde-chasse aurait été suspecté d'être la bête, alors, voyant qu'il n'allait pas pouvoir s'en sortir encore longtemps, aurait créé un hybride chien-loup apprivoisé qu'il pourrait tuer pour s'innocenter. Ceux qui ont assisté à la battue ont d'ailleurs rapporté que la bête ne semblait pas avoir tenté de s'échapper pendant que Jean Chastel la mettait en joue. Une fois le pauvre chien-loup exécuté, Jean Chastel arrêta les meurtres et des stèles et statues furent édifiées en son honneur. Le meurtrier acclamé comme héros. Et ouais, pas de dézoom, pas de regard malicieux et surtout pas de musique angoissante. Je vous l'avais dit, j'en avais pas besoin pour vous faire frissonner. Plutôt dégueu cette théorie même. Ce soir avant de dormir, faites juste gaffe que votre chien c'est véritablement votre chien. Hein. En 1663, lors d'un affaissement de terrain, un prêtre fait une découverte. Il tombe dans une grotte plutôt malsaine. Jugeant qu'il s'agit d'un endroit maudit dans lequel des païens s'étaient autrefois prêtés à d'anciens cultes, si ce n'est qu'il s'agissait carrément de l'antre des démons, il enfouit à nouveau la caverne qui ne sera redécouverte que 300 ans plus tard. Unique en Occident, ce souterrain que l'on retrouve à Dénézé-sous-Doué dans le Maine-et-Loire abrite des centaines de sculptures tout aussi intrigantes les unes que les autres. Qui les a construites et dans quel but ? Évidemment, nous n'en savons rien. Il s'agit d'un des plus grands mystères de France, si ce n'est carrément de l'Europe. Rien, on ne sait rien. Il est même difficile de suggérer des hypothèses tellement rien ne nous permet de comprendre cet endroit. La seule chose que l'on sait est que les structures ont dû être créées entre 1560 et 1580. Cette datation repose sur les habits et les différents objets qui appartiennent tous à cette période. Aucune représentation d'objets ou de vêtements postérieurs au XVIe siècle n'a été relevée. Cet endroit est dingue. Et surtout unique en son genre en plus.
Parmi les premières idées qui furent véhiculées sur ce qu'on appelle aujourd'hui la cave aux sculptures, on retrouve l'hypothèse d'une grotte satanique, comme avait dû le penser à l'époque le prêtre qui l'a découverte. Des fidèles du diable ou d'un courant religieux opposé à celui de l'époque, voire carrément des sorciers, auraient pu se rassembler ici, pour pratiquer des messes noires, sabbats ou autres pratiques interdites. C'est vrai qu'ici, personne n'aurait pu les surprendre, ni même les entendre. Véritables fresques, ces sculptures auraient pu représenter le panthéon de leur mythologie. Mais autre hypothèse, durant le Moyen-Âge, un genre théâtral fait fureur, les mystères, qui abordent des thèmes religieux. Des parodies de ces pièces vont vite voir le jour, des parodies qu'on appela diablerie. Et on a Rabelais qui mentionne des représentations de diablerie dans les jeux de Douai, qui ont effectivement eu lieu dans les arènes de Douai-la-Fontaine, non loin de Dénezé-sous-Douai. Et à la même époque que la réalisation de ces sculptures. De là à rapprocher ces pièces de théâtre à ces statues, il n'y a qu'un pas, comme on dit. Ces caves auraient pu servir de décor pour ces représentations interdites. Une troisième théorie suggère cependant que ces représentations auraient pu être d'origine protestante. À ce moment-là, les protestants et catholiques sont en guerre, et Saumur, fief important du protestantisme, était en lutte avec les ducs de Guise, défenseurs du catholicisme. Suite à l'interdiction du culte protestant, une véritable rébellion s'était soulevée dans la région. Il est donc possible que les statues représentaient un moyen de dénoncer les atrocités commises contre les Huguenots. Ça nous fait trois belles hypothèses qui se battent un peu en duel depuis des années. Mais des chercheurs en ont une quatrième, une théorie vraiment intéressante. Selon eux, l'œuvre représente une satire de la société. On pourrait y discerner, dans cette sorte de bande dessinée de l'histoire de France, quelques personnages connus comme Catherine de Médicis ou Diane de Poitiers par exemple. Et Catherine de Médicis est représentée dans ses habits de cour, alors que la maîtresse du roi, derrière, est représentée les seins nus. Cette fresque aurait été un moyen de rire de la société, de la politique, des religions, afin de la dénoncer, à l'image des caricatures que l'on retrouve aujourd'hui un peu partout. On avait l'impression que l'histoire de France, on pouvait la lire là. Puis le côté pamphlétaire, le côté canard enchaîné. Je sais que les personnages quand même assez truculents, on savait pas trop pourquoi ils étaient là, mais ça donnait un peu un ensemble grotesque, surprenant, érotique aussi, donc ça excitait la curiosité quand même. Lieu de rites sataniques, décor de diablerie, refuge de protestants ou simplement une satire de l'époque, rien ne permet de trancher. Le lieu aurait même pu servir à différentes personnes, voire carrément n'avoir aucun lien avec toutes ces idées. Car rappelons-le, on ne sait rien, vraiment rien sur cet endroit. Il y a fort à parier que l'on ne sache jamais à quoi servait réellement la cave aux sculptures, qui demeure l'une des plus grosses énigmes de l'histoire de l'Anjou. C'est à Carnac, dans le Morbihan, qu'on retrouve ce qui est probablement le plus gros mystère de France, qui intrigue les historiens comme les touristes. Les alignements de Carnac, c'est la plus grosse concentration de mégalithes au monde, qui se heurte bien sûr à la question « Qu'est-ce que ça fout là ?» On n'a aucun indice nous permettant de trancher pour une hypothèse plutôt qu'une autre, les personnes à l'origine de l'œuvre n'ayant laissé aucune trace sur les pierres, aucun symbole, aucune lettre, aucune gravure, aucune peinture, rien. Même quand je dis œuvre en soi, on sait même pas si c'est une œuvre. Bon, des alignements de menhirs, il y en a un peu partout en France, on en recense dans 25 départements. Mais celui de Carnac est bien plus vaste que tous les autres, preuve peut-être qu'il devait se passer ici quelque chose de différent à l'époque. On estime que le site a été formé en plusieurs générations au néolithique, entre 3000 et 5000 ans avant notre ère. Ouais, c'est une fourchette plutôt large, mais comme dit précédemment, on n'a rien pour pouvoir situer ces alignements précisément dans le temps. Parmi les théories les plus populaires, on a bien sûr encore l'éternelle hypothèse extraterrestre. Genre les gars, ils font un voyage de plusieurs années-lumière, ça a dû demander tellement de ressources,
tellement d'équipes ont dû serrer les coudes pour que ce projet arrive enfin à se faire. Ça a dû tellement être d'ambition, des sommes astronomiques, putain la thune pour que ça se fasse. Et les gars, ils ont tout quitté pour venir sur Terre. Ils ont quitté leur boulot, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leurs proches, ils ont tout quitté, ils ont même quitté leur planète. Tout ça dans le désir profond de brasser de la caillasse en Bretagne. Les mégalithes sont plus ou moins agencés par rapport au ciel. En raison des correspondances entre la structure de l'ensemble et la position du soleil à certaines périodes de l'année, on a pensé qu'elles pouvaient correspondre à des dates, et être une sorte de calendrier agricole par exemple. On a longtemps pensé sinon qu'il s'agissait d'un gigantesque cimetière, mais malheureusement aucun corps n'a été retrouvé sous les menhirs. Peut-être s'agit-il tout simplement de monuments pour se rappeler des membres d'une famille. Selon la richesse de la personne décédée, elle avait le droit à une pierre plus ou moins grande, qui rejoignait les pierres de ses ancêtres. Ceci expliquerait alors l'espace entre certains groupes, délimitant en fait les arbres généalogiques. L'espace entre les pierres serait aussi important que les pierres elles-mêmes pour cette hypothèse, comme pour celle du temple qui suggère que les alignements ont dû être autrefois des allées d'un sanctuaire important. La plupart de ces théories peuvent être rangées en deux groupes. Les théories faisant de l'endroit un endroit de culte, culte des morts, culte des dieux, culte du ciel, et les théories un peu fantaisistes impliquant un pouvoir surnaturel, magie druidique, malédiction gauloise ou romaine, et éléments controversés, vestiges du déluge, anciennes technologies celtes, extraterrestres, démons, etc. Mais une théorie n'a rien à voir avec les autres et je la trouve particulièrement intéressante et j'avais envie de vous la partager. Puisque les menhirs n'ont aucun signe particulier sur eux et qu'il est difficile de trouver une cohérence dans les alignements. Pierre Méraud, qui a passé 30 ans à les étudier sur le terrain, avance qu'ils étaient sûrement utilisés comme instruments sismiques, la Bretagne étant une région où se produisent des tremblements de terre. Il soutient que la Bretagne aurait été d'ailleurs encore plus sismiquement active à l'époque, en raison de l'afflux d'eau avec le retrait des glaces. Selon lui, il y a une certaine corrélation entre l'emplacement et l'orientation des menhirs, et ceux des lignes de faille sismiques. Ces études démontrent que l'équilibre entre les grosses pierres sur les points délicats agirait comme un détecteur de tremblements de terre efficace. Il déclare: les lourdes tables de ces monuments, avec leurs vertigineux porte-à-faux, devaient diantrement balancer sur leurs trois pattes au moindre choc. En fait de station d'observation sismique, on ne ferait guère mieux de nos jours. Les alignements de Karnak marquaient-ils un lieu de cérémonie? Traçaient-ils des voies sacrées? Honoraient-ils des ancêtres? Était-ce une manière d'être vu du ciel par les dieux? De compter les jours? De détecter l'activité sismique? À vous d'en débattre dans les commentaires. Enfin, en vrai, vos commentaires m'intéressent de ouf. Et merci pour le parcours. Merci pour toutes ces années. Merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour votre soutien, pour tout. Voilà, 100e épisode, c'est un truc de dingue. Voilà, merci à tous. Et pour ceux qui me croient pas sincère parce qu'ils sont en train de regarder derrière dans la peur qu'il y ait un screamer, non, il n'y aura pas de screamer pour un 100e épisode, et puis l'épisode était pas horrifique, donc non, pas de screamer. Tu regardes quand même, hein. Non, il n'y a pas de screamer. C'était Didi Chandudoui, à la prochaine pour de nouvelles théories. Allô? Ouais, c'est bon, c'est fait là. Oui, vous n'avez pas sauvé Jeanne d'Arc, la bête du Gévaudan, c'était certainement pas une de vos créations, vous n'êtes pas derrière la cave aux sculptures, c'est bon, j'en ai marre de devoir sauver votre cul là. Votre cul, j'ai dit. Ah oui, vous en avez pas, oui, c'est vrai. Enfin bref, la prochaine fois que vous décidez de planter des menhirs ou des pyramides, faites ça ailleurs, je suis pas là pour nettoyer votre merde. Votre merde, j'ai dit. Ah mais oui, vous avez pas de... Oh, et merde, voilà.